forever. NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité sans langue de bois, avec beaucoup de mauvaise foi, surtout avec le cast qu'on va avoir aujourd'hui, mais j'en dis pas plus, par Sports Content. Avant de présenter mes compères de la semaine, bien sûr, n'oubliez pas de vous mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, compte Forever Podcast, ainsi que sur Instagram, compte Forever le podcast, où vous retrouverez du contenu posté quotidiennement. Pour m'accompagner cette semaine, notre premier camarade est un petit peu aussi en PLS. Alors cette fois-ci, c'est pas Kevin. Là, on va parler d'une personne qui commence à s'exposer de plus en plus auprès du grand nombre de son amour caché pour les Mavs. Nous devrions même, je pense, lui déchoir sa pseudo-citoyenneté de San Antonio. D'ailleurs, au passage, Kawhi Leonard est toujours le GOAT des Spurs, au passage. Non, déplaise un autre Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Ça va. Je tiens à dire que Kawhi, c'est juste le plus gros traître. Voilà, pas la plus grosse légende, le plus gros traître. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Bon, écoute... T'en fais ce que tu veux. Notre second compère est le conseiller financier et patrimonial d'un certain Jeremy Grant. On l'a appris il n'y a pas longtemps, un spécialiste des détournements de toutes sortes et d'optimisation fiscale. C'est notre Jérôme Cahuzac à Forever. Comment tu vas, Damas ? Comment tu vas, Damas ? Ça va très bien, merci. Salut Forever, salut tout internaute. On va se régaler et vive les Pacers. Eh ben écoute, qui sont bien avec nous tous à Cancun au passage. Avant de présenter notre invité de la semaine, alors non, il n'y a pas d'invité de la semaine, c'est moi qui ne sais pas lire juste mon prompteur. Juste avant de présenter le dernier de nos compères, vous retrouvez bien évidemment Loris à l'introduction du débat de la semaine que vous retrouverez d'ici quelques minutes. Troisième compagnon qui, quant à lui, était là la semaine dernière, mais depuis, il s'est un peu reconverti. On l'appelle maintenant le Dr House de Forever. Toujours le bon diagnostic, mais par contre, il a toujours la patte folle. C'est notre influenceur et qui est le cas sur les réseaux sociaux. Comment tu vas, Kevin ? Écoute, moi ça va, mieux que ma cheville. Début de saison, une entorse, fin de saison, une entorse, voilà. Si vous voulez des conseils pour réparer vos chevilles, venez pas me voir. Voilà, exactement. Et écoutez, messieurs, je vous propose qu'on aborde de suite les actualités de la semaine. Alors, il y a quelques petites actus qui sont venues par-ci par-là, histoire d'animer un petit peu plus ce qui se passe sur les finales NBA. Première actualité du côté des Lakers, où il y avait une nouvelle piste qui s'était vachement activée sur ces derniers jours, qui est la piste Dan Hurley, donc qui est le coach doublement titré actuel de UConn, de l'université de Connecticut, qui a tout simplement refusé une offre de 70 millions sur 6 ans de la part des Lakers. Un bon petit coup de massue quand même du côté de la ville angéline. Enfin, c'est surprenant, je trouve, quand même, parce que une offre comme ça, c'est quand même assez rare de la refuser. Toi, Kevin, un peu, quelle est ta lecture un peu là justement sur la situation ? Écoute, c'est une belle semaine de merde pour moi, tout simplement. C'est vrai que c'est quand même dommage pour les Lakers, parce qu'il y avait eu beaucoup de noms qui étaient sortis dans tous les sens, forcément après l'éviction de Darvin Ham. On se demandait un petit peu vers quel profil on allait aller. Il y avait un peu des théories dans tous les sens. Et au final, il y a eu cette piste de Dan Hurley qui était au début pas forcément un des noms qui ressortait, mais qui a été une piste qui est apparue de plus en plus sérieuse. Et c'est vrai que quand on a appris que les Lakers avaient fait une offre, etc., à ce coach universitaire, je pensais que
l'appât de pouvoir être aux commandes d'une des plus grandes franchises NBA allait peut-être faire céder à ses envies et le faire quitter du coup son banc universitaire pour rejoindre la NBA. Alors avant d'accepter l'offre, quand il a eu l'offre, déjà, il avait déjà dit qu'il hésitait beaucoup par rapport à tout ce qu'il avait déjà construit avec UConn, etc. Et que c'est vrai que c'était peut-être pas le moment où il avait envie de laisser tomber ce projet, ce qui peut s'entendre. Et au final, on a eu cette nouvelle comme quoi il refuse du coup l'offre des Lakers. C'est ce qui fait du coup une nouvelle péripétie dans la recherche des coachs pour les Lakers. Et surtout, tu commences à avoir la montre qui commence à jouer contre toi puisque tous les autres profils de coach vont commencer à être dispersés un petit peu partout. Donc, situation un petit peu critique pour les Lakers quand même. Non, en effet, Damas, Quentin, vous, un peu là, votre lecture sur la situation? Ça prouve quelque part aussi que le monde universitaire aux États-Unis concernant le basket commence aussi à gagner en légitimité sur un public qui n'est peut-être pas autant averti que ça, mais on commence à avoir pas mal de noms qui commencent à refuser de coacher dans la ligue. Et quand les noms de la ligue s'appellent les Lakers, mais il faut être quand même assez courageux et assez teigneux pour pouvoir justement dire non à la franchise mythique de la Californie. Donc non, les Lakers, c'est vraiment un coup d'arrêt sur le processus d'avoir ce nouveau coach-là. Il était mieux pour eux de justement de terminer avec cette affaire-là avant la draft. Ouais. Ils ont voulu prendre cet élément-là justement parce qu'il venait du plan universitaire, bien entendu, pour avoir ce point d'observation-là. Et non, là, concrètement, il faut se tourner sur d'autres pistes assez rapidement. Bon, j'ai entendu qu'avec Borrego, qui commençait à avancer du côté des Cavs, moi, je l'aurais bien vu avec ce profil-là du côté des Lakers, plus que coach Harley. Mais non, vraiment, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et surtout, ce qui est frustrant, c'est que malgré les noms ronflants qu'il y a dans le vestiaire, on arrive à dire non à ce gratin-là. Non, là, Pelinka, il va falloir sincèrement se remettre en question et au plus vite. Et on pourrait peut-être même regretter pourquoi ne pas l'avoir même pris peut-être même Jason Kidd au moment où la porte était ouverte. Du coup, alors je vais en profiter. La question elle va peut-être s'adresser à toi, Quentin, pour le coup, pour que tu puisses aussi donner ton avis. Est-ce que c'est un refus tout simplement de jouer pour les Lakers ou est-ce que c'est un refus de jouer pour Rob Pelinka et tout le management qu'il y a autour des Lakers? Je pense la réponse c'est les deux. Ouais. Oui. Parce que déjà d'un côté Pelinka, c'était il y a 2 ans, non? Où le mec, on attendait qu'il se bouge pendant la trade deadline, il était à Disney World. Voilà. Moi, je me rappelle de cette histoire où il aurait été aperçu à Disney World pendant la trade deadline. C'est vrai. Où les Lakers du coup n'ont fait aucun mouvement. Depuis 2020, au final, tous les mouvements qu'il a fait ont été, j'ai pas envie de dire mauvais, mais peu concluants. Voilà. Parce que le move de Russell Westbrook. Ou à réaction, sinon, seulement. Ouais, voilà. Mais c'est flop sur flop, quoi. Tu vois, Russell Westbrook, ça a floppé aux Lakers. Toute l'équipe a floppé, même. Ouais. Darvin Ham. Oui. Voilà. Maintenant, t'as les histoires de coach où je pense aussi t'as la situation de JJ Redick, tu vois, où tu sais, ça a parlé que JJ Redick. Oui, bien sûr. Et d'un coup, ça fait en fait, Dan Hurley, c'était la cible numéro 1, machin. Bon, ouais, voilà, je pense qu'on est d'accord, je pense que non, je pense que c'est un plan de secours. Ils se sont dit, bon, vas-y, on est les Lakers, on a une histoire, on allonge le pognon, il va dire oui. Le mec, il est arrivé, il a dit, je gagne en gros, moi je résume, je gagne déjà bien ma vie, sauf que là, je suis champion 2 fois d'affilée. Il y a ça, et puis est-ce qu'ils espéraient pas aussi plus ou moins qu'un Tyronn Lue décline une prolongation aussi aux Clippers pour éventuellement le récupérer. Prolongé, exactement, mais il a rapidement prolongé en parlant de Tyronn Lue, en estimant qu'il avait une très bonne dynamique du côté des Clippers, ce qui est même vrai, et même avec l'avènement de la salle Eganwood, on va automatiquement avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe également là-bas, parce qu'on sait très bien l'impact d'une salle à ton nom dans une franchise NBA concernant ton attractivité. Donc là, Tyronn Lue prend ce virage-là, mais du côté des Lakers, en fait, il n'y a rien de nouveau. Et surtout, on connaît les lacunes de cette équipe, notamment défensivement au cours de la saison régulière où on a été bon nombre de fois déçus. Donc on s'attend à ce que le recrutement de ce coach-là puisse corriger de suite cette carence maintenant qui dure maintenant depuis plus de 2 ans où Darvin Ham malheureusement n'a pas réussi à mettre ça en place. Et le refus
de coach Harley, qui aussi, d'ailleurs, je crois qu'il a même une bonne rémunération du côté du Connecticut. Hein. Oui. Bah, après, de toute façon, les coachs universitaires sur les grosses facs sont quand même très bien payés. Oh, avec de longs contrats sur 7 à 10 ans, un truc comme ça. Hein. Oui, Donc, tout les à mecs, fait. ils ont le temps de poser leur base. Avec l'environnement des Lakers qu'il y a là, tu te dis, autant que je reste là où je suis. Ça se comprend. Bah, c'est peut-être là aussi où il y a un truc où je voulais rebondir, c'est est-ce que peut-être le poids financier proposé par les Lakers sur ce contrat, est-ce qu'il était vraiment à la hauteur du profil que tu voulais recruter? Parce que c'est vrai qu'alors, oui, 70 millions sur 6 ans, c'est sûr que vu comme ça paraît quand même des grosses sommes, bien sûr. Mais quand tu vois aujourd'hui les contrats qui sont proposés aux coachs en NBA, et surtout, avant que l'offre soit faite par les Lakers, on avait le Woj notamment, qui avait évoqué un contrat qui avoisinerait plutôt les 100 millions de dollars sur 6 ans. Et au final, ça a été seulement 70. Alors, à quel point ça a fait la différence, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça montre là aussi peut-être le manque de conviction aussi, le manque de fermeté de la part de Rob Pelinka, de dire, attends, on a potentiellement un coach qui a une certaine renommée dans le basket universitaire et même le basket en général, on peut peut-être réussir à l'avoir. Fais pas le gripsou avec sur le contrat que tu lui lâches, tu vois. Surtout que s'il est là et que ça se passe bien pour plusieurs années, tu sais à quel point ça peut t'aider dans les années futures. Donc c'est là aussi où peut-être que de la part de Rob Pelinka, c'est pas la première fois même qu'il y a eu des petites, par exemple, on pense à Caruso, hein, qui avait pas eu, où les Lakers n'avaient pas voulu s'aligner financièrement. Complètement. Encore une fois, des fois. Va trop faire le gripsou, Rob Pelinka, pardon. Je pense qu'il laisse passer des opportunités qui seraient bonnes pour les Lakers aussi. Bah, après, alors, je vais peut-être faire un peu... Vas-y, Quentin. Si je peux rebondir sur l'aspect financier. Ouais. De ce que j'ai vu, là, avant qu'on commence à enregistrer, il s'assoit sur 20 millions de dollars en plus, quand même, Dan Hurley. Par rapport au contrat qu'il a à l'université. C'est pas rien. Hein. Je sais pas si ça a vraiment un aspect financier pour lui, en tout cas. Moi, je pense, déjà, t'as l'environnement là dont on a parlé, et puis voilà, un autre point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est le fait de devoir coacher LeBron James. Bah, alors, justement, mon point allait venir un petit peu sur ça, c'est que je vais mettre un peu dans la peau de l'avocat du diable, justement, un peu de Rob Pelinka. Faut rappeler que c'est un coach qui n'a aucune expérience NBA. On parle d'un coach rookie. Déjà, 70 millions de dollars pour un coach rookie, c'est du jamais vu. Le circuit NBA n'est pas du tout la même chose que le circuit NCAA. Le poids du coach est bien moindre par rapport à l'université. L'université, on sait très bien que de toute façon, la philosophie d'une équipe de fac va dépendre de la philosophie surtout du coach. Alors que la NBA, c'est pas du tout ça. Justement, le coach va devoir s'adapter à l'environnement dans lequel il va travailler. Donc, surtout quand tu vois les Lakers. Surtout, en plus, quand tu es une institution comme les Lakers, l'une des plus grosses institutions sportives de l'histoire. Donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Donc, moi, je trouve même limite, c'est même extrêmement bien payé. Alors, attention, je ne remets absolument pas en doute les capacités de Dan Hurley ainsi que tout son CV. Mais 70 millions pour un coach rookie, c'est juste du jamais vu. Il faut quand même bien le mettre aussi en contexte, quoi. Donc, bon, on verra bien ce que va donner quand même... la suite de ce recrutement, en tout cas du coach, parce que coach plus coaching staff, hein, parce que pour le moment, le coaching staff est complètement néant du côté des Lakers, donc on va bien voir ce que ça va donner. Alors, piste JJ Redick, pour le moment, ça reste complètement au point mort. En tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir eu plus de discussions que ça depuis quelques temps. Donc, on verra. Après, il y a la piste Borrego, où on verra bien. Après, je ne sais pas si vous avez éventuellement d'autres noms en tête. Un Mark Jackson, non. peut-être. Non, mais on est passé d'une liste où il y avait 10-15 noms faciles à plus rien quasiment. Voilà. Donc c'est ça. Bon, on va dire épisode à suivre, en tout cas. Frank Vogel, il est libre, non? Oh putain. Frank Vogel. Oh là 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 là. Il a été champion 20. En attendant, depuis qu'il est parti, là, les dernières saisons qu'il a fait avec les Lakers, c'était minimum top 10 défense, voire top 3. C'est vrai. Il est parti, ça s'est cassé la gueule. On est d'accord. Ça, c'est vrai. Par contre, oui, ça, ce sont des faits qu'on peut pas, en effet, qu'on peut pas dénier. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Quentin. Bon, épisode à suivre, en tout cas, suite au prochain épisode concernant les Lakers, je pense qu'il y aura de quoi redire par la suite. Tiens, en parlant des Lakers, Darvin Ham.
comme certains l'appelleraient, qui retourne aux Bucks en tant que top assistant coach, donc assistant coach numéro 1 de notre cher Doc Rivers. Donc il revient à la maison, avec qui il aura été titré en 2021. Bon voilà, on n'a pas pour le moment les tenants et aboutissants de son contrat, on ne sait pas à quelle hauteur et pour combien d'années. Mais bon voilà, petit retour à la maison, à la maison Milwaukee. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Je pense que bon, il rebondit bien. Moi, j'ai déjà dit que c'était un prêt longue durée. Un prêt longue durée. Ouais, c'est bon, il est revenu de prêt. Là. C'est vrai que 2 ans pour le coup. Oui. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, vas-y, Damas. Non, mais il a déjà ses repères par rapport à Milwaukee, et Milwaukee le connaît. Donc, c'est déjà des points qui étaient importants. Je pense qu'il est important aussi pour les Bucks de pouvoir un petit peu stabiliser les choses après, notamment une période post-trade deadline qui a été très difficile, notamment sur défensivement. Je ne pense pas que la cohésion avec les joueurs en soi a été optimale, notamment par rapport à Doc Rivers. Donc, Darvin Ham va être là aussi pour pouvoir un petit peu aussi créer de la cohésion qui a, selon moi, manqué, même en play-off. Parce que j'estime que même les Bucks, par rapport aux matchs qui ont été effectués, avaient quand même la place de pouvoir être performants. Mais quand vous avez fait un printemps où vous n'avez pas développé justement cet espace-là de cohésion face à une équipe avec un tel rythme peut-être que les personnes, vous êtes punis. Donc, les Bucks ne peuvent plus se permettre des telles déroutes qui ont eu lieu même pratiquement sur toute l'année 23-24. Pour moi, les Bucks n'ont pas été bons. Donc, Darvin Ham aura son rôle à jouer, notamment via son expérience en Lakers, pour cette saison 24-25 qui arrive. Alors, tout à fait. Quentin, Kevin? Bon, le duo Darvin Ham, Doc Rivers, c'est quand même du divertissement, je suis désolé. Vous êtes méchants. Non, mais c'est vrai qu'ils vont avoir un gros chantier. Là, ils vont avoir un gros chantier. Surtout qu'ils vont avoir Jrue Holiday qui va être là en antenne nationale avec sa bague avec les Celtics. Ils ont pas encore gagné. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ouais, tu as un gros chantier à faire là pour cet été. Et surtout, même si on laisse le temps quand même du côté de Milwaukee. Voilà, il y a eu l'arrivée de Lillard. Ok, la première année est foirée. On passe à autre chose. Mais c'est cette année là où on les attend et ils n'auront pas droit à l'erreur, je pense, cette année par contre, parce que là, la fin d'année pourrait être bien plus compliquée sinon. Donc là, il va falloir retrouver des couleurs et surtout défensivement. Et c'est là où Darvin Ham, je pense, peut quand même apporter. Alors, justement, dans cette optique-là, alors j'ai plus en tête le contrat que Doc Rivers a signé avec Milwaukee, mais est-ce que c'est pas au cas où la soupape de secours si le fusible Doc Rivers saute en courant de saison? Moi, je vois un petit peu ce qu'ils ont fait en fait juste avant avec Aaron Griffin. Ouais. Justement, Adrian, pardon. Adrian, oui. Ils avaient proposé, quand Doc Rivers est revenu, il lui avait proposé en gros un poste de second à moitié, etc. Là, on est un petit peu dans le même truc, en mode on vous met tous les deux, mais s'il y en a un qui doit sauter, au moins on a un remplaçant derrière, quoi. Vous sentez arriver le Game 7 au premier tour contre, je sais pas, une équipe genre le Magic l'année prochaine? Oh putain. Vous sentez Doc Rivers qui est là, qui va pas réussir à défendre sur Klay Thompson, à faire un système défensif sur Klay Thompson et qui se bouffe un blowout. Donc là, t'es en train de nous dire que Klay Thompson, il vaut Magic, là. Bah, il était sur les pistes. J'aurais pu dire un autre nom, mais... Ce que je n'espère pas. J'espère pas non plus pour eux. Parce que sinon, je connais, il va se faire vanner dans le groupe. Oh que oui, pour le coup, en effet, il y aura de quoi dire. En effet, bon, en tout cas, on souhaite un bon retour à Darvin Ham. Mais Vlad, oui. Kevin, qu'est-ce que vous pensez du choix de Sam Cassell aux Lakers à l'issue de la saison? Moi, franchement, j'adorerais. Mais putain, il y en a, ils vont prendre cher dans leur ego. Moi, je pense que ce serait un bon choix. Ouais, c'est peut-être ça qu'il y a besoin aussi, justement, pour les Lakers au bout d'un moment. Bah, ils ont besoin d'un taulier qui leur rentre dedans, en fait. Ouais. Tu penses à qui va prendre mal, qui va avoir mal à l'ego? Les Russell, là, s'il n'est pas très s'il n'est pas tradé d'ici là, oui. Après, les player option, il me semble. Ouais, donc je voilà. pense aussi, ouais. Non, bah il y a ça. Et puis bon, on connaît bien un petit peu tous les gars qu'il peut y avoir aux Lakers. Bah, tu vois, à qui ça pourrait grave servir à gagner encore un peu plus en dureté, ce serait un Austin Reeves, par exemple. Vraiment, d'avoir vraiment un mental de... Bah, quelqu'un qui est capable de vraiment t'apporter le fighting spirit, vraiment un mental de champion, en fait.
Et on sait très bien ce que vaut Sam Cassell de ce côté-là. Bah ouais, Sam Cassell, moi je pense que cet été, pour l'équipe qui est en recherche de coach, au-delà même des Lakers, ça peut être un très bon choix. Il a toujours conservé sa même personnalité en tant que joueur. Même avant qu'il soit joueur, c'est un individu issu de Baltimore, dans les quartiers assez difficiles de la ville que plusieurs connaissent ici. Pour ceux qui ont une culture américaine, et pas que texane, hein, monsieur Quentin. Ouais, c'est bon, côté culture américaine, c'est des tracteurs dans les champs. Non, mais c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Oh. Bon, on revient. Ou les forêts de l'Oregon, sinon. Mais c'est vrai que ça pourrait être une piste vraiment envisageable. Vas-y, Kevin. Continue quoi, Kevin, excuse-moi. J'allais dire que ça pourrait être une piste vraiment envisageable parce qu'en plus, il y avait eu des petites rumeurs, justement avant que Darvin Ham du coup soit retourne chez les Bucks. Il y avait eu des petites rumeurs comme quoi on aurait une nouvelle association, Doc Rivers et Sam Cassell. Sam Cassell qui serait potentiellement du coup à la recherche d'un nouveau projet. Donc, c'est vrai que si tu viens côté Lakers et que tu lui proposes le poste de coach principal, je pense que là, pour le coup, il risque d'accepter ton offre, quoi. Vous avez fait le lien avec Austin Reeves, c'était très intéressant parce que Sam Cassell a été un grand influenceur derrière Tyrese Maxey et sa croissance et son émergence du côté des Sixers en tant que joueur majeur de cette franchise. Donc, booster encore une fois d'autres profils du côté des Lakers, ça peut être vraiment intéressant. Du côté de Boston, il y a de très très bons avis via sa participation en tant que premier assistant coach. Donc cet été, selon moi, ça devrait être le choix, même devant James Borrego du côté des Lakers. Pourquoi pas ? Ouais, en effet, ça peut être très, très intéressant, en effet. Bon, en tout cas, Pelinka, si tu écoutes. Voilà, exactement. Et Darvin Ham, on te souhaite bonne route de retour à la maison. Troisième actualité, on va parler un petit peu justement, on va aller un petit peu à Disney. On va parler un peu d'Orlando Magic. Orlando Magic. Tu noteras que j'amène le sujet depuis les premières études. Ouais, je vois ça, les transitions. Les transitions sont au top, j'ai rien à dire. Le Magic serait très intéressé par un certain, étonnamment, un certain Paul George. Car ils ont actuellement un cap d'environ 50 millions de dollars qu'ils pourraient potentiellement lui proposer. Bon, vous êtes fan ou pas ? Non. Allez, voilà, merci. Merci, c'était Forever. mieux que les Thompson, ouais. Ouais. Oui, quand même. Ça défend mieux, ça attaque mieux. Non, c'est un meilleur de basket. Leadership comme ça un peu, mais... Je suis pas d'accord. Ah, vas-y, Damazar, pourquoi ? En fait, oui, par rapport à Klay Thompson, oui, je rejoins Quentin et Kevin sur le fait que ce soit un meilleur joueur de basket et un meilleur choix du côté du Magic qui a besoin en effet de step up sur la partie leadership, que ce soit défensive ou offensive, même s'ils ont déjà des armes défensives en soi avec Jalen Suggs en première ligne. Mais il faut qu'offensivement les choses puissent se stabiliser. Ils ont besoin de passer un cap avec la présence, par exemple, d'un joueur majeur comme celui-ci. Donc, en effet, par rapport au Magic, ils auraient tout à gagner à pouvoir prendre Paul George. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il faut que mes Pacers aussi puissent grandir. Donc, j'aimerais. Ça serait très intéressant. Mais arrêtez! C'est même pas, il dit non, c'est une mauvaise idée pour Magic, c'est non, ils le prennent pas parce qu'il y a les Pacers. Non, c'est pas parce que, même sans les Pacers, autant qu'il reste aux Clippers, ou soit qu'il aille aux Sixers. En vrai, dans mes choix de grille, il va sans doute prolonger aux Clippers aussi parce qu'il y a une vraie volonté à ce que les choses puissent bien se passer. Mais, je vois que Kevin n'est pas forcément d'accord. Mais pour moi, le Magic doit se concentrer sur... Paul George serait un bon choix, c'est vrai. Mais non. En plus, sur les ailes, il y a Wagner qui risquerait d'être bouché. Mais après, Paul George peut jouer au poste 2, tout ça. Non, qu'il n'aille pas là-bas. Vas-y, Kevin, toi, vu que tu faisais un peu la moue, là. Moi, je pars du principe, j'ai l'impression que... Je dis pas que Paul George va... à coup sûr quitter les Clippers, mais je pense qu'on se dirige quand même pas mal vers ce scénario-là. J'ai l'impression que pour les Clippers, tu peux pas en fait te permettre de repartir comme si de rien n'était et repartir encore une fois avec un an, avec ce même groupe, etc. Et en plus, Paul George, je pense que c'est peut-être le bon moment aussi pour lui, 34 ans, d'aller choper un dernier gros contrat ailleurs et peut-être une dernière grosse possibilité d'aller jouer des vraies choses. Est-ce que ça va être avec les Clippers ? Je suis pas sûr. On a vu beaucoup de rumeurs autour des Sixers notamment, etc. Donc je pense que ça risque d'être un gros poisson de la free agency cet été. Surtout que là, il a une player option en plus, donc il peut être clairement libre de tout contrat. Pour du côté du Magic, c'est peut-être pas le fit parfait à 100%,
mais en termes de joueur qui sera disponible sur le marché et qui peut quand même très bien s'intégrer parce qu'il défend bien, c'est pas un joueur qui va te foutre la merde, on va dire, de par son caractère. Si Banchero reste le numéro 1 et que lui, c'est l'option 2 vétéran, etc., qui est là et qui apporte toute son expérience, il sera capable de le faire. Donc, il y aura d'autres ajustements à faire du coup pour le Magic si tu recrutes un profil comme Paul George, mais je pense que ça peut être quand même un petit moyen d'au moins faire aussi bien que cette saison, voire faire un petit peu mieux. Et qu'ils prennent un 5 au lieu de s'emmerder avec ces mecs-là. Ils aillent chercher un in the paint, là, c'est tout. Oh. Après, est-ce qu'il y a Tu peux le signer et aller chercher un pivot via trade. Ouais. C'est vrai. Bah, tu vois, justement, dans ce cas de figure, t'imagines, t'arrives à choper Paul George, bah, en vrai, au poste à l'aile, un Wagner, bah, tu peux limite t'en passer après, hein, si t'as un Paul George. Hein. Donc, pourquoi pas l'avoir en tant que bonne monnaie d'échange pour récupérer quelqu'un d'intéressant, en effet, à l'intérieur. Hein. Faut voir. Même pas, moi je pensais plus ça, tu fais un trio, Paul George, Wagner, Banchero. Ouais. Et après, puis après, t'as encore d'autres mecs, dans l'équipe, tu vois, que tu peux échanger. Ouais, bien sûr. Genre Jonathan Isaac, là, il a repris un peu de valeur. tu sais pas quand est-ce qu'il va se péter. Grave. Voilà, tant qu'il est valide, tu l'envoies. Hein. Ah il a 17 millions. Tu vas voir, je sais pas quelle équipe de cons, genre je sais pas, les Warriors qui veulent se débarrasser de Kevin Looney. Même les Hawks ont été décevants cette saison. Ils ont pas mal de joueurs à titre individuel qui sont intéressants en trade. Hein. Pourquoi pas. Bon, faut voir en effet ce que ça a donné du côté du Magic, mais en tout cas, il y a beaucoup de spéculations du côté de la franchise floridienne. Donc en effet, un été qui risque d'être intéressant aussi à voir au vu de leur dynamique. Dernière actualité, messieurs, on va parler un peu expansion. Car il y a... Oui. J'arrive. Vas-y. Je t'en prie, Quentin. La NBA donc, qui planche actuellement sur une potentielle ligue à 32 équipes. Ça y est, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, hein, qui nous suivent en podcast audio, il y a Quentin qui nous a brandi son drapeau mexicain. Car en effet, il y a certaines villes, dont une ville mexicaine, qui pourrait rentrer dans l'équation. Donc voilà, donc la NBA, pourquoi pas, se penche donc sur une ligue à 32 équipes. Donc de passer par 2 franchises d'expansion. Alors parmi ces villes, hein, il y en a 3 notamment qui ressortent. Hein. Il y a donc naturellement Seattle, il y a Las Vegas ainsi que Mexico City. Et il se peut aussi qu'il y ait d'autres... Alors il y a d'autres villes canadiennes aussi qui ont qui se sont portées candidates hein, pour pouvoir justement... être la future franchise. Hein. Je crois qu'il y a notamment Montréal, si je dis pas de bêtises. Ouais. Vancouver de nouveau, ouais, en effet. Donc voilà, il y a quand même quelques grosses mégalopoles qui peuvent aussi se présenter. Vous, quelles seraient les villes plus ou moins pressenties pour vous ? Il y en a une, voilà. Sachant que c'est clair. Sachant que ça a l'air quand même d'être un souhait fort de la part d'Adam Argent de se développer au Mexique. Ah bah tu m'étonnes. En plus, t'as plusieurs matchs tous les ans. Oui. Déjà, t'as des matchs de pré-saison, t'as des matchs de saison régulière. À chaque fois, t'as quand même pas mal de spectateurs. Ça, il y a quand même une espèce de petite ferveur quand même. Et puis c'est vrai que le Mexique, c'est pas un pays qu'on retrouve souvent en NBA. Les seuls que j'ai en tête, il y a Jaime Raquez et Juan Toscano Anderson. Et à l'époque, il y avait Eduardo Narrera. Et puis voilà. Et voilà. C'est à peu près tout. Donc, en plus, le basket, il me semble que c'est assez populaire quand même au Mexique. Oui. Ouais. Après le foot, bien entendu, mais voilà. Après, le problème, ouais, la boxe aussi, c'est vrai. Le problème après que le Mexique, ça va pas être du style déplacement, match, tout ça, ça va être un peu tout le reste. Le problème, surtout à la capitale, surtout quand tu vois je sais même pas si on peut dire de la ferveur de certains supporters mexicains, parce que pour ceux qui sauraient pas parmi nos auditeurs, ça arrive qu'il y ait des émeutes après des matchs de foot et qu'il y ait des blessés par centaines et des morts. Voilà.
Donc ça va être un peu ça, tous les problèmes. Une soirée normale au Mexique. Oui, j'ai vu des vidéos vraiment. Ah, c'est chaud, hein. Ouais, mais aussi le foot a des histoires avec tout ce qui est cartel. Tout Oui, ça, ça on sait bien. Bien sûr. Donc ça part très très vite en couille. Tu peux avoir des règlements de compte pour des matchs. Donc ça va être ça les plus gros problèmes, je pense, pour une expansion au Mexique. Ouais. Damas, tu voulais peut-être rebondir. Ouais, en fait, il faut bien prendre en considération quel est le virage que la Ligue prend aujourd'hui, où c'est une ligue clairement internationale et pas que au niveau du terrain, c'est même au niveau de l'intérêt du public à l'international, où les choses clairement se développent au niveau basket, au niveau des noms. On sait que la Ligue a mené une très grosse promotion un petit peu partout dans le monde concernant ce que c'est que la NBA, et automatiquement, le premier virage va se porter sur l'ANENA, le trio canadien, US, mexicain. Vancouver, pour ma part, a passé sa chance. Ils avaient vraiment l'espace nécessaire, selon moi, à pouvoir faire, à mener justement ce point d'ancrage au Canada. Ça a clairement échoué. Et Montréal, pour ma part, peut être un bon choix avec un élargissement de la division atlantique, en envisageant cette fois-ci cette partition au Québec, où selon moi, il y a quelque chose qui pourrait s'y tramer aussi, mais on sait que la grosse concurrence qu'il y a avec le hockey sur glace, au Canada, forcément, est à prendre en considération. Mais je pense que le prochain virage à faire en dehors des States serait Montréal pour ma part, et sur le territoire même américain, il faut que maintenant Las Vegas se positionne. C'est bon. Donc pas de Seattle. J'ai l'impression aussi un petit peu comme Damas que même si pourtant Seattle, on connaît toute l'histoire avec les Supersonics, etc. Enfin, en plus, il y a toujours une ferveur de cette ville pour le basket, etc. Complètement. C'est vrai que là, par rapport aux noms qui reviennent pour cette expansion, j'ai l'impression que Seattle n'est pas forcément la première option. C'est vrai que déjà, moi, je pense que Las Vegas et Mexico, en fait, en sont déjà deux plus grosses par rapport à tout ce que la NBA a déjà commencé à travailler avec ces villes. Comme le disait Quentin tout à l'heure, les matchs qu'il y a à Mexico, etc., c'est pas juste pour faire plaisir aux Mexicains, c'est aussi pour tester un petit peu comment le produit NBA est reçu là-bas, etc. Et du côté de Las Vegas, on l'a bien vu avec le In-Season Tournament de cette saison, où il y a eu la phase finale de cette nouvelle Coupe de la Ligue en NBA qui s'est déroulée à Las Vegas. Et le but pour Adam Argent était clairement de faire un test aussi, d'apporter le basket à Las Vegas. Et c'est vrai que peu importe qu'on aime cette ville ou pas, je pense qu'elle représente tellement ce qu'est les États-Unis aussi. Et je pense que c'est là aussi où Adam Silver a envie d'avoir une représentation du basket dans ce qui représente aussi les États-Unis. On sait qu'en plus, il y a déjà des potentiels investisseurs comme LeBron James qui sont déjà presque actés, placés sur les dossiers. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en termes de possibilités de réalisation, Mexico... et Las Vegas et même Vancouver limite sont au final devant Seattle, alors que Seattle a déjà eu une franchise et a déjà fait ses preuves, on va dire, pour accueillir le basket américain, quoi. Ouais, non, c'est vrai que Las Vegas, enfin pareil, j'ai du mal à voir Las Vegas ne pas s'en sortir dans l'affaire, parce que voilà, il y a à la fois, alors en plus il y a même pas que la tenue de l'in-season tournament, c'est aussi la destination où tous les étés il y a les tournois, quoi. Enfin, en tout cas, il y a la Summer League et compagnie. Donc, c'est les étapes obligatoires. Et voilà, Las Vegas est plus que rodé sur tout l'aspect événementiel sportif, et notamment la tenue du basket sur ces terres. Donc, voilà, avec en plus en parallèle, il y a aussi les Aces, faut pas oublier non plus. Il y a aussi la WNBA qui est extrêmement bonne à Las Vegas. Après, voilà, il y a aussi tout l'aspect vraiment lié au financement, notamment des LeBron James, en tout cas des grosses personnalités du monde NBA qui ont clairement fait entendre leurs intentions sur une potentielle future franchise à Las Vegas. Donc oui, je vois pas dans quel monde Las Vegas, en tout cas, ne se verrait pas distribuer une licence pour pouvoir jouer en NBA. Et pareil, je partirais peut-être plus sur une franchise, je sais pas, Mexico, justement. Moi, c'est vraiment tous les aspects autour du sportif, moi, qui me font un peu peur.
Comme S'il l'a n'y très avait pas bien... ça, ça serait déjà acté en fait. Voilà, c'est Bien ça. sûr. Comme l'a très bien, Bien sûr. comme l'a très bien dit tout à l'heure Quentin, Quentin, c'est vraiment les à côté qui me font vraiment peur. Ouais, Enfin, mais c'est des une gens autre qui sont culture, vraiment hein. attachés au Mexique depuis très longtemps. hein. Ouais, bien sûr, mais c'est surtout Depuis aussi. très longtemps, c'est comme ça. Cette ferveur populaire peut vraiment amener Ouais. des situations vraiment délicates. Moi, de base, je suis footeux. On connaît l'impact du football avec le Mexique. Bien sûr. C'est quelque chose de très, très, très sérieux. Mm. Bon, en France, bizarrement, on a pris conscience de ça quand André-Pierre Gignac a voulu jouer au Mexique. Ainsi que Florian Thauvin. Là, on Mais, s'est dit, le mais Mexique, c'est c'est- dangereux. Mais tu sais que lui, c'est un délire. Hein. Lui, c'est un délire. Lui, il est Ouais. obligé de se faire escorter Ouais. par 6-8 mecs. Parce que sinon, tu sais pas ce qui peut se passer. Mec, tu peux, mais c'est incroyable, quoi. Mais cette ferveur-là, on l'avait vu parce qu'ils ont organisé Ouais. la Coupe du Monde 70 avec Pelé, la Coupe du Monde 86 avec Maradona qui l'avait emporté. Donc, c'est des choses qui restent dans l'imaginaire populaire. Et bien, Ouais. sur l'aspect sécuritaire, 40 ans plus tard, il y a toujours ces interrogations par rapport au Mexique. Non, en effet. Donc, ouais, c'est pour ça, moi, j'aimais quand même de grosses réserves sur Mexico City. Mais par contre, je verrais bien, en effet, une ville comme par exemple Montréal. Montréal, c'est aussi l'une des terres qui sont les plus propices pour pouvoir accueillir une franchise NBA. Ils ont tout ce qu'il faut. Il y Et a... comme ça, on aura un nouveau derby. Ouais, Du en plus, Canada. bah grave, oui, on aurait un petit derby, on va dire canadien, donc ce serait aussi intéressant. Mais ouais, moi, ce serait plus en effet Montréal et Las Vegas que je verrais. Mais Montréal, Ouais, mais Montréal, on parle de Montréal, doit beaucoup à ce qui s'est passé à Toronto et de la ferveur Bien populaire sûr, qu'il y a bien du sûr. côté du Toronto. sûr. On a vu, et surtout c'est un public qu'on a vu à Toronto qui est cosmopolite. Hein. C'est des choses Ouais, qu'il faut prendre en bien sûr. considération quand Juste- on regarde l'antenne Le NBA. Canada, ouais. justement, dans cet axe-là, c'est que Montréal, tu as une énorme communauté francophone et on sait très bien que la communauté francophone et en le plus. basket, voilà quoi. Donc il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour, Non. pour ça. Donc c'est pour ça que ouais, je pense que ce serait en effet les deux villes, en tout cas pour moi, les plus propices à accueillir assez rapidement une nouvelle franchise. Quentin, je crois que je vais réagir. Ouais, je voulais revenir sur le cas de Las Vegas. Ouais. Où là-bas, on est d'accord, t'as pas énormément de personnes qui y habitent à part s'ils travaillent. Bah non. Non. Et, ouais. Moi, c'est un peu le problème que j'ai, tu vois, avec cette ville, même si forcément le marché financier est plus qu'avantageux. Moi, c'est un peu le problème que j'ai en mode, en fait, t'auras pas. Tu vois, ce sera pas comme les autres équipes où t'auras des vrais fans, tu vois. Enfin, t'auras locaux, des ouais. fans. T'auras des fans, mais ouais, voilà, t'auras pas forcément des locaux, t'auras pas tout ce qu'on peut voir, genre en playoff, tu vois. Tu vois, j'ai du mal à voir Las Vegas en NBA en playoff avec, tu sais, comme ils font, tu sais, les t-shirts, les machins, les mecs avec les pancartes, enfin, Non, tout ça. tout ce qu'on T'as aime dans le plus sport. l'image, je quand même. pense, d'un truc où on sera plus sur un truc un peu peut-être ultra bling bling. Oui, voilà. C'est Genre, là où. genre Monaco en Ligue 1, tu vois. Ouais. Ouais, Tu vois, bah, le stade à moitié vide. voilà, Las Vegas, ce sera notre Louis II. Mais je peux te rejoindre aussi sur cet aspect-là. C'est vrai que Las Vegas, certes, c'est une ville aussi de base, avant tout, avant les attractions et compagnie. Mais c'est vrai que c'est une ville, on va dire, artificielle. C'est le béton en plein désert. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué en termes de fanbase. Alors, déjà, de 1, en fanbase, et puis même en termes aussi d'histoire et de culture et d'identité. En fait, c'est là où on aura peut-être du mal à s'y retrouver. Contrairement, je vais te prendre à des villes comme, je sais pas, Oklahoma City, comme Cleveland, comme des équipes, voilà, vraiment, on va dire, authentiques, avec une vraie culture et une vraie identité. Donc c'est vrai que, c'est peut-être ça, mais bon, j'ai envie de te dire, à la place d'Adam Argent, lui, il en aura absolument rien à foutre de ça. Ouais, Bah c'est oui, son t'inquiète. problème. Les blackjacks de Las Vegas, t'inquiète. Ouais, ça voilà. va rapporter du T'inquiète pognon, pas. je me rappelle. T'inquiète pas, Michael Jordan, il sera pas loin de toute façon pour ça. Mais Avec il y a ce un qui s'est autre- passé aux Hornets, il y a un autre truc qui m'a fait tiquer dans tout ce que vous avez dit. ouais. Tout le monde s'en branle de Vancouver. Franchement, On est d'accord. en vrai, Vancouver, au vu du flop que ça a été, je les vois pas retenter le coup. Hein. non. Non, mais c'est pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur le fait que. Oui. Ok. on s'en fout. Oui. Non, on est bien d'accord pour le coup. Bon, n'hésitez pas, pareil, auditeurs, auditrices, à nous faire part de vos dévolus. Voilà, des villes sur lesquelles vous jetez votre dévolu. Eh bien, écoutez, très bien, messieurs. Ce que je vous propose de suite, c'est de passer au débat de la semaine. Et pour cela, on va laisser tranquillement notre Loris national nous faire son exposé.
Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine on fait le point sur les NBA Finals avec des Celtics qui prennent le large à domicile en menant 2-0 dans la série. Pour le Game 1, on attendait tous une opposition féroce avec des superstars focus, un Kyrie Irving revanchard, un combat de tous les instants, des échanges de paniers et de coups pour deux équipes qui se valent sur le papier. Plus 18 Celtics. Ah ouais quand même. Hein. C'est pas grave. Pour le match 2 cette fois, les deux équipes vont se rendre coup pour coup et on va avoir un affrontement serré. Quoi, personne ne m'a interrompu, plus 7 Celtics. Eh oh, mais c'était plus serré là hein. Oui, c'était plus serré, mais dans le fond, est-ce que ce n'était pas en trompe-l'œil ? Je m'explique. Sur le premier match, pas grand chose à dire, les Mavs ont pris l'écart dès le premier quart-temps et n'ont jamais réussi à recoller au score, même si dans le troisième, il y a eu du mieux dans l'attitude. Donc, pour résumer cette rencontre, les Mavericks se sont fait Jason Kidd. Quoi, ils se sont fait laver par le meneur adverse ? Non, ils se sont fait tabasser. Et pour le match 2, certes, il y a eu du mieux côté Mavs, avec notamment un PJ Washington à 17 points, un Daniel Gafford très propre près du cercle, et c'est à peu près tout. Parce que, ok, Lucas a été monstrueux, mais j'ai eu des PTSD de Westbrook qui fait des quadruples doubles avec les pertes de balles. Maxi Klebar va sûrement faire coucou panier jusqu'à la fin des finals. C'est à ce rythme-là, ça risque d'être la semaine prochaine. Tu me diras, ça l'arrange, il va pas rater le début de l'Euro à la maison au moins. Et Kyrie Irving, mon petit Kyrie, enfin mon petit Kyrie, vu comment il s'est fait graille par le backcourt adverse. Mon cher Kyrie, c'est bon, t'as essayé de faire le héros contre ton ancienne équipe, tu t'es fait piétiner, lol. Maintenant, je pense que tu vas pouvoir te recentrer et te remettre à jouer à l'endroit. Et bon, vu que cramer ta sauge avant les matchs à Boston, t'as pas vraiment aidé, je pense que tu devrais changer de tactique et directement la fumer tant qu'à faire, ça ira plus vite. Parce que moi, je sais pas si la terre est plate, mais tes perfs, elles le sont. Après, est-ce qu'on peut en vouloir aux Mavs de perdre face à ces Boston Celtics qui semblent trouver la solution à chaque problème et qui ont un effectif aussi profond que le trou de balle d'une meuf de chez Bang Bros? Je vous pose la question. Pourtant, quand tu vois que Jordan Bardella a un meilleur pourcentage que Jason Tatum, tu te dis que les Celtics ont encore de la marge et ça Après, bon, j'ai l'impression que le backcourt vert, aucun rapport avec les écologistes, annule totalement celui de Dallas et sachant que c'est leur point fort, ça risque de poser des problèmes pour la suite. Faut dire que depuis que Derrick White assume sa calvitie, bizarrement ça se passe pas trop mal pour lui. Pas étonné s'il devient interdit de séjour en Turquie, cela dit. Faudra donc que les Mavs se sortent les doigts pour ce retour à la maison, sinon ça risque de virer au coup de balai. Loris, merci pour cet audio, pour cette introduction. Et bon, on connaît le contexte en plus dans lequel il a tourné cette introduction. On te remercie énormément. On va faire un constat en même temps sur l'autoroute. De ouf. Extraordinaire. Non. L'assurance, elle est prête à payer, t'inquiète. Ah, je te jure. Bon, en tout cas, merci Loris pour cette introduction. Bon, bah, allons dans le vif du sujet. Bon, bah, 2-0 pour Boston hein, face à Dallas. Bon, par quoi vous voulez commencer? Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Alors, Vas-y. je me permets directement. Kyrie, tu pues la merde. Voilà. Oh. Il est éclaté au sous-sol, je suis désolé. Alors, Je l'ai vu se dribbler sur le pied. On parle de Kyrie Irving, un des mecs qui a un des plus bons handles de l'histoire. Il s'est dribblé sur le pied. Il a 0 sur 8 à 3 points. Alors que Kyrie Irving, le frérot, vraiment, je pense qu'on est sur sa pire série de playoffs en carrière. Vraiment. bah, là, on est sur du 14 points, 2,5 rebonds et 4 passes. Voilà. Et une Le interception. pourcentage est de combien? Oula, le Pas trop de questions. pourcentage, il est à 35% au tir, il est à 0% à 3 points. C'est pourcentage de LFI, là. Pardon. Ah, c'est vrai que sa série est très compliquée. Bon, remettons quand même aussi un peu de contexte. Alors, certes, aussi exceptionnel qu'est le joueur qu'est Kyrie Irving, mais la densité physique qu'on lui met en face, Drew Holiday, de temps en temps, c'est même Jalen Brown qui le prend. Après, c'est Derrick White. Waouh, c'est un enfer. Mais je trouve que c'est là où Boston joue super bien le coup. C'est qu'ils vont laisser Luka Doncic s'amuser comme il veut, mais ils vont esseler complètement Kyrie Irving. Et ils ont compris que c'est comme ça qu'il fallait prendre la série. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Après, je sais pas. Après, Kyrie, ok, il est très très bien défendu, je vais pas dire le contraire. Va chercher des lancers. Bah, le problème, c'est que ça... Ouais, mais le problème, c'est que ça défend trop bien. Mais je sais pas, moi, le mec, attends, ça fait 150 ans, il est dans la ligue, il a connu 40 000 finales. Je sais pas, frère, un peu d'expérience, un peu de... Tu vois, je sais pas, va les chercher. Ouais. Non, mais les fautes, il faut y aller. Mais tu dis qu'il faut aller... car moi, j'ai vu Kyrie Irving chercher la pénétration. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas. Et moi, pour ma part,
C'est vrai qu'individuellement parlant, il déjoue, il est complètement dominé, comme a très bien précisé Chuck. Mais là où il y a un point que j'aimerais signifier du côté des Mavs, notamment sur leur système offensif, c'est que lorsque Luka Doncic et Kyrie Irving sont un petit peu neutralisés, entre guillemets, parce que Luka est encore exceptionnel, mais regardez la manière avec laquelle les Mavs marquent. C'est souvent sous des cas d'exploit. Bien sûr. S'il n'y a pas d'exploit, hormis le premier carton du second match, c'est très difficile de scorer du côté des Mavs. Et P.J. Washington, Derrick Jones, qui ont de la taille, un petit peu plus de physique, bon, un petit peu plus de finesse pour PJ, parce que en termes de... J'ai vu des skyhooks qui étaient plutôt... C'était plutôt intéressant à 5-6 mètres, voire un petit peu plus proche. Pourquoi il n'y a pas de mouvement quand ils voient que Kyrie Irving et que Luka Doncic ont du mal à faire la différence? C'était sur ça que moi j'attendais Jason Kidd, notamment sur le Game 2, où on s'attendait à ce qu'il y ait une meilleure variété offensive du côté des Mavs, surtout quand tu vois que c'est un petit peu compliqué offensivement. Ils ont beaucoup mieux défendu sur le game 2, ça c'est clair, hein, notamment lors de la première mi-temps où Boston a eu vraiment du mal à scorer. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, ça enferme la boutique, quoi. Bah, c'est ça. Boston n'a jamais autant bien défendu au cours de ces playoffs que là. Bah, et surtout que là, sur la série, enfin, pareil, on parlait, tu abordais très bien justement le sujet du jeu collectif. Dallas, sur les 2 premiers matchs, c'est seulement 30 passes décisives. Et c'est encore, ils se sont bien rattrapés sur le match 2 parce qu'ils finissent le match 1 avec moins de 10 passes. C'est ça. Donc c'est effroyable. 8 je crois, avec Luka et une passe. Ouais, je sais plus exactement, mais c'est effroyable. On a... Vas-y, Damas. Bon, ok. En fait, je pense qu'en finale, c'est des scores qui se rapprochent de ce que faisaient les Nets face aux Spurs en 2003, où je m'en souviens très bien de cette confrontation-là en 2003. Ça a été très difficile pour les Nets de scorer. Ouais. Dieu merci, heureusement que les Mavs, ils ont Luka Doncic, parce que les Nets ne l'avaient pas à l'époque, dans cette facilité offensive, soyons clairs. Mais quand tu as affaire à un monstre à 2 têtes du côté des Mavs avec Luka Doncic et Kyrie Irving, mais il faut dire quand même, parce que Luka Doncic, il fait un triple-double sur ce deuxième match, c'est vrai, mais il finit avec 8 ballons perdus. Hein. Ouais. C'est des stats qui sont quand même conséquentes. Hein. Non, c'est très, très compliqué. Alors après, il faut peut-être aussi donner un peu leur louange aussi aux Celtics. Enfin, bien sûr. On avait un petit peu cette crainte, justement. Enfin, cette crainte, en tout cas, la crainte avait été plus ou moins quand même exposée lors de, on va dire, de la preview de cette finale NBA. On se disait, bon, en effet, ça a été une balade de santé pour Boston depuis le début de ces playoffs. Là, ça va tomber face à une équipe de l'Ouest, du coup. Est-ce que ça va pas être un peu plus compliqué? Est-ce que là, ça va pas commencer à les mettre derrière leur dernier retranchement? En fait, non, pas du tout. Ils continuent à dérouler, en fait. C'est limite, j'ai l'impression que c'est même encore plus facile que les séries de playoffs. Bah après, en même temps, quand tu récupères Porzingis, c'est qu'il se transforme en Dirk Nowitzki ça aide, qui défend. Voilà, ça voilà, bon, ça j'ai déjà dit sur d'autres médias, mais en même temps, premier match, premier quart-temps, Porzingis, il arrive, il met une branlée à tout le monde. Bon bah là, tu veux faire quoi? Deuxième match, c'est Jrue Holiday, tu fais un match parfait. Ouais. Jalen Brown, il joue juste. Derrick White, on en a parlé. C'est un mec dur. C'est un mec dur qui fait des bonnes choses, qui est bon offensivement également. T'as Peyton Pritchard qui t'envoie des 3 points, des 3 points depuis la buvette. Ouais. Alors Ford, au final, alors Ford, moi, j'avais des doutes sur ses capacités à gêner les gars Ford, les Lively. Bah, au final, ça va. Hein. Puis après, bah, le schéma collectif défensivement, bah, il est excellent. Ils ont coupé toutes les solutions de alley-oop. La seule fois où ils ont réussi à faire des alley-oop, les Mavs, c'est au match 2. Ils ont dû faire... Ils en ont fait un, je crois. Ils ont réussi à en conclure un seul. Avec Lively, ouais. Voilà, donc c'était quand même la plus grosse force des Mavs. Derrick Jones, pardon. Ouais, je saurais plus qui exactement, mais tu vois, il y en a un seul... Derrick Jones, je me souviens de quoi tu parles. Continue, excuse-moi. Un seul qui a été conclu. Ils ont coupé ces solutions-là. Du coup, Kyrie, on en a parlé. Kyrie a été neutralisé. Luka Doncic, ils font une espèce de tactique anti-Jokic. Où Jokic, on a déjà vu que si tu le laisses scorer à outrance, il est moins dangereux parce qu'il peut pas servir les autres, il peut pas les rendre meilleurs. Bah là, Luka Doncic, sur le Game 1, c'était pareil. Sur le Game 2, la première mi-temps, elle est jusqu'au milieu du troisième quart, on va dire. Il a réussi à trouver des solutions, mais après les Celtics se sont repris.
Là, quand les Mavs ils reviennent à -5, -3, direct, t'as le temps mort de Mazzulla. Très ça bien. revient, ça met un run. -8, je m'en souviens. Ouais, -8, ouais. Ouais, mais voilà, pareil, là aussi, enfin, justement, là tu as abordé, c'était ça, justement, ce que je voulais mettre en avant la semaine dernière lorsqu'on a fait la preview, c'est sur cette notion, tu te rappelles, de surperformer. C'était justement d'être beaucoup trop productif en termes de scoring, mais au final, voilà, tu vas être le seul, voilà, à performer, mais par contre, les autres, ils vont complètement être mis de côté. Voilà, ils seront pas en rythme ou quoi que ce soit. Pareil, enfin, après, bon, on va peut-être reparler un petit peu aussi du coaching un peu de Jason Kidd. Alors après, bon, il n'y a pas non plus tout à jeter. C'est sûr que la série est très difficile pour Dallas. En tout cas, les 2 premiers matchs sont très difficiles. Mais il y a quand même des éclats. Et il y a quand même des éclats qui leur permettent de recoller de temps en temps au score. Enfin, il n'y a pas non plus tout à jeter du côté de Dallas. Mais par contre, ça n'arrive pas à être régulier. C'est ça le problème. Non. Vas-y, Kevin. Même s'il n'y a pas tout acheté, je pense que les Mavs ont quand même énormément. Pour moi, on va voir après ce qui va se passer à Dallas. On peut revenir à 2-2, comme on peut revenir à 3-1, comme on peut ne pas revenir du tout. Enfin, tu sens que c'est très ouvert, forcément, au vu des 2 équipes. Mais je pense quand même que pour les Mavs, tu as des gros regrets sur ce Game 2 parce que je pense que en tout cas dans le scénario du match et dans ce que les Celtics ont proposé, c'est le genre de match typique que tu dois gagner, que tu dois absolument prendre, c'est-à-dire des Celtics qui chutent collectivement à 25% à 3 points en prenant 40 quasiment. Alors oui, à côté, tu as eu du Jrue Holiday, Derrick White, etc. qui ont réussi à sauver les meubles, on va dire, dans les moments clés. J'ai pas envie forcément de remettre la faute sur les arbitres. Je pense pas que ce soit vraiment un fait. C'est juste ma mauvaise foi, tu vois, parce que. Oui. Alors oui, peut-être qu'il y avait faute sur. c'est pas peut-être. Il y avait 2 fautes. Ouais, mais c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Ouais, c'est dans les moments clés. Pour le moment, les Celtics sont toujours mieux répondu présent que les Mavs. Et là, je pensais par rapport à la physionomie du match et en étant devant le match que ça allait être pouvoir le petit match de traquenard. Que les Mavs allaient pouvoir faire et peut-être à la fin tu chopes la win là, hop t'es revenu et t'arrives à choper la win. Au final ils n'ont pas réussi et là ça va être un sacré pari. Moi en tout cas en parlant de pari, je pense qu'il y en a un que Jason Kidd devrait prendre au vu de la physionomie de cette rencontre et au vu des problèmes offensifs, c'est Tim Hardaway Jr. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a aucune minute quand tu vois que Dante Exum a 10 minutes. Quand tu vois Josh Green qui a 13 minutes et les choix offensifs sont parfois un petit peu douteux, on va dire, tu te retrouves en fait avec un banc qui t'apporte aucun scoring et tu te passes d'un Tim Hardaway Jr. pour le moment qui est peut-être le seul qui peut t'apporter un petit peu de dynamite. Il a ses qualités, ses défauts, mais je pense que là où tu as besoin d'apporter du scoring un petit peu comme ça serait peut-être un truc à tenter. Il était plus rien à perdre. J'ai peut-être un élément, ce sera tenté, soyons clairs, comme tu l'as bien dit Quentin, mais j'ai peut-être un élément de réponse à ça, Kevin, c'est qu'en fait Tim Hardaway est nul en défense aussi. Et quand tu es nul en défense et que tu as Luka Doncic qui, moi je suis désolé, c'est même une des raisons aussi pour lesquelles moi je ne l'avais pas positionné en tant que MVP sur cette saison, c'est que frère, tu laisses trop d'espace défensif. Tes box-up, tu les fais pas. Le nombre de rebonds offensifs aussi que les Six ont pris, notamment au second quart-temps, en double rideau derrière et tout sur le côté faible où tu défends pas. Mais Jason Tatum, qui avait régulièrement le ballon pour pouvoir faire la différence en point de basse et tout à 3 points, c'était des fois quand c'était Luka Doncic qui l'affrontait en un contre un, mais ça passait tout le temps. Et en plus, ça passe tout le temps assez trop facilement. Et comme les Mavs vont ensuite protéger Luka Doncic en serrant Tatum, qui a plusieurs fois été en situation où il est plusieurs fois 1 contre 1, ou voire 1 contre 3, ou voire 1 contre 2, et il libère après pour un mec qui est de l'autre côté derrière. Ça a été le cas notamment pour Jrue Holiday. Qui s'est plusieurs fois amusé dans cette circonstance. Donc, malheureusement, ça fait très mal aux Mavs. Tu vois, justement, est-ce que c'est pas là... Tu vois, alors c'est peut-être là, pourtant Dieu sait que sur cette saison, Jason Kidd, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, mais sur cette finale-là, justement, est-ce que c'est pas là où, en effet, tu fais rentrer un Dante Exum, alors on sait très bien ce qu'a joué Dante Exum depuis, j'ai même envie de dire, depuis le début de saison. Pourquoi pas Tim Hardaway, même si tu sais que, de toute façon, tu prends Bouillon. Quoi qu'il en est, t'es en train de prendre Bouillon par Boston. Tu réponds offensivement, tu vois. Voilà, au moins, t'essayes d'apporter une réponse offensive. Tu vois que t'as Kyrie Irving, il est complètement dilettante, pour pas dire catastrophique. Enfin, catastrophique,
Ouais. Non, il est pas catastrophique. Moi, je le trouve pas catastrophique parce que. En fait, il est battu, en fait. Il est battu, voilà, c'est ça. Il est battu. Vraiment battu. Mais Il y a rien à dire. tu vois, par exemple, le match 1, je vais prendre l'exemple du match 1. Attends, excuse-moi, c'est qui que tu trouves pas catastrophique? Kyrie Irving, moi, je le trouve pas cataclysmique comme on peut le faire croire. Je préfère Joel Embiid dans un Game 7. Hein, désolé. Ah, si, toi, ça y est, tu commences. Voilà, ça y est, il commence. Non, mais laisse-moi l'expliquer. Moi, je vais surtout parler du match 1 parce que tout le monde lui est descendu, tout le monde lui est tombé dessus au match 1. Mais le match 1, il a ses positions, il a tout. C'est juste que ses tirs ne rentrent pas. C'est tout. Ah non, mais moi, c'est le match 2. Hein, mais le match 2, problème. Par contre, le match 2, là, tu sens... Bah, en fait, le truc, c'est là aussi ce qui est, on va dire, drôle, enfin, pas drôle, mais intéressant du côté de Boston, c'est qu'en termes de défense, en fait, t'as l'impression qu'ils font un peu une sorte de run and jump, mais en zone. Alors, je vais m'expliquer rapidement. C'est que dès que Kyrie Irving il a le ballon en main, t'as pas de réelle prise à deux, mais par contre, si la défense commence à voir que la défense de Boston commence à voir que le porteur justement de Kyrie, en tout cas le défenseur direct de Kyrie, commence à se faire légèrement dépasser, il y a directement de l'aide. C'est incroyable les rotations sur défensives. Aussi, ils l'ont bien fait, ouais. Et t'as l'impression en fait de voir. Doncic, lui, c'est marqué. De quoi? Kevin disait sur Doncic, ils font les mêmes, c'est vrai, mais sauf que Luka, lui, il arrive à marquer. Ouais, alors après, c'est pas forcément. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, mais t'as raison. Pour les Mavs, pour pouvoir aussi relancer et peut-être envisager aussi une option nouvelle à leur configuration offensive, c'est de donner le ballon de la peinture à Gafford. C'est dur. Qui peut être aussi une option parce qu'il affronte des ailiers. Par exemple, Jason Tatum qui est un 4. Parce que la ligue est comme ça aujourd'hui. Oui. Mais on a vu Gafford dos au panier 2-3 fois face à Tatum, il s'en est bien sorti parce que il a la taille et le physique nécessaire. Donc envisager de lancer des ballons in the paint, Gafford je le trouve pas si maladroit que ça. Aux Wizards, je l'ai déjà vu faire de petites bonnes choses. C'est un bon joueur. Moi, je pense pas qu'il est là pour faire des alley-oops, le gars. Après le problème. est convalescent. Le problème avec Gafford, c'est que après, rapidement, tu vas avoir des Porzingis ou des Horford qui vont arriver. Et puis même, là, on l'a vu, même Derrick White. Derrick White, il est arrivé. Derrick White a montré que, il pouvait venir en aide sur des pivots et le contrer. Ouais. Ça a été un des problèmes. Défenseur. Ça a été un des problèmes. En fait, je pense le problème aussi enfin, pas que Gafford, en fait. Le problème, c'est que juste, t'as la défense collective des Celtics qui est trop forte sur certaines choses. Et faut trouver d'autres solutions, tu vois. Et puis pour moi, déjà, les solutions, ça va passer par, je pense à PJ Washington, 3 tirs à 3 points ouverts au premier match, 3 briques, des airballs. Deuxième match, c'est pareil, il en met 1 sur 5. Il a pris autant de tirs à 3 points que Kyrie, il en a mis 1 de plus, voilà. Non, mais pourquoi il y a ces shoots ratés? C'est parce que déjà, il y a ce manque de rythme là qui est important aussi. Après, c'est vrai que des fois, il y a des joueurs. Ratés, ça se comprend. Tout le monde rate. Parce que les 6 ne vont pas continuer à faire du 25% à 3 points comme ils l'ont fait au Game 2. Donc, en effet, c'était peut-être le match à saisir du côté des Mavs, comme vous l'avez bien dit, messieurs. Mais pour continuer mon point par rapport aux 6, c'est qu'il y a encore une marge de progression. Moi, j'estime que les 6 peuvent encore mieux défendre qu'ils le font déjà. Mais en plus de ça, ils peuvent encore même mieux attaquer offensivement. Parce que Jason Tatum, quoi. Déjà, la première marge de croissance, comme tu l'as bien dit, Kevin, c'est Jason Tatum qui, selon moi, déjà même au dribble, je l'estime un petit peu bancal, même si je pense que les Mavs ont fait quand même des bons réajustements défensifs sur lui, c'est vrai. Il a raté pas mal de petits lay-ups, et même Jaylen Brown qui n'a pas beaucoup shooté aussi, il n'a pas non plus été excessif au niveau du shoot sur le Game 2. Il s'est occupé défensivement à bien faire des choses, à être un vrai leader vocal, et même Porzingis qui finit avec 12 points. Donc avec tous ces éléments-là, tu as des 6 qui peuvent encore avoir des marges de croissance. Moi, personnellement, au match 3, j'attends de leur part, si c'est vraiment l'équipe qu'ils prétendent être et qu'ils ont prouvé durant toute la saison, à clôturer cette série-là en gagnant le 3e game. Il est mieux pour eux qu'ils puissent gagner ce 3e match. Parce que si les Mavs remportent ce game 3, après, automatiquement, on va prendre en considération le scénario. Moi, je pense qu'il en faut peu pour que Kyrie Irving retourne la situation. Donc, vaut mieux pour les 6 d'en finir. Mais concernant Monsieur Tatum, ce terroriste, vu que moi j'ai commencé à en parler, alors je vais parler objectivement et ça m'arrive pas souvent. Puis la merde.
tu supportes les Spurs de Tottenham. Tottenham. On va se calmer. Allez, objectivement, c'est pas mauvais. Parce que bonne défense, il y a du playmaking, forcément. Après un match, prise à 2, voire 3 tout le temps. Donc forcément, ça libère les espaces et tout de suite, t'as un ou deux mecs qui sont libres. Deuxième match, il y a eu moins de prises à 2 quand même. Beaucoup moins. Kidd s'est dit, bon, c'est pas une bonne idée. Mais il a quand même réussi à trouver les coéquipiers, trouver les solutions. Mais par contre, on le disait en off, je vais le redire là, un autre candidat MVP, un top 5 MVP qui joue 45 minutes sur un match de finale, te lâche un 6 sur 22 au tir, malgré ses 9 rebonds, ses 12 passes. Mais... Son match entier n'est pas à jeter, et la défense aussi. Mais n'importe qui d'autre fait 27% au tir en finale NBA, en prenant 22, se fait fusiller sur la place publique. Mais Quentin, ça se résume en une phrase. C'est la réincarnation de Kobe Bryant. Encore, parce que Kobe, il aurait eu le meilleur pourcentage. Oh là, je suis pas sûr. Mais il aurait fait 10 passes de moins. Ouais. En plus. En termes de pourcentage, Kobe, il était quand même habitué aussi des 6 sur 21, 6 sur 22 en finale. Notamment face aux Pistons 2004, c'était pas top. Tu vas même en 2010 face aux Celtics, C'était pas joli non plus. Vraiment bien. C'était vraiment des mauvais souvenirs. Ouais, c'est vraiment de qualité aussi. Le niveau de cette finale-là, entre les deux équipes, 6 Lakers 2010. Quelle finale! Mais défensivement, il y avait vraiment de sacrées lectures. Et pour continuer dans tes propos, Quentin, par rapport à Jason Tatum, c'est plutôt mauvaise langue pour lui quand même. C'est pas une bonne chose parce qu'il fait une finale 22 où il finit à 38% au tir avec un Wiggins qui le bloque très très bien. Et les Mavs ont fait du réajustement défensif pour le deuxième match, on l'a bien vu. Mais Tatum s'agace quand il rate des shoots. On le voit des fois faire des petits mouvements. Il n'a pas la faute, il s'énerve un petit peu, il rouspète un petit peu. C'est vrai, comme vous l'avez bien dit, il complète bien les choses au niveau de la passe D. Parce qu'on ne voyait pas Jason Tatum être un aussi bon passeur. Finir avec des chiffres comme ça de la part de Tatum, c'est tout à son honneur de pouvoir faire le nécessaire. Très bien. Mais un 6 sur 22, moi, sur l'équipe sur qui je vais plus taper, c'est les Mavs. Parce qu'il restera pas avec des chiffres comme ça, le coco. Bien sûr. Les gars, donc c'était là où il fallait finir. On sait pas, regarde les finales 2022, justement, on sait pas. Là, il y a 2-0. Là, il y a 2-0, c'est pas la même chose. Il y a 2-0 maintenant. C'est surtout que tu... Attends, 2022, il menait pas 2-1 ? Ouais, il menait 2-1. Oui, il menait 2-1, mais ce que veut dire Damas, c'est qu'il y a encore une marge de manœuvre, en fait. Il y a encore une marge de progression, quoi. Donc c'est ça, en fait, qui fait peur sur cette série. Et c'est là que tu te dis, Jason Tatum, il suffit qu'il rentre dans un bon jour. Et en fait, il n'y a même plus de série, en fait. Ça va se terminer à 4-0, merci, au revoir, quoi. Donc, après, si tu remontes sur les playoffs, quel est le dernier gros match que Jason Tatum a fait au scoring en étant propre, etc. C'est les Pacers. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup dans sa campagne de playoffs. Game 3 contre les Pacers, c'est Game 1 aussi, il me semble. Game 1, il est pas mal. Non, mais tu vois, on est obligé de remonter quand même et de chercher, etc. Alors que par exemple, en 2022, il vient d'exploser les Bucks avec du Game 6, du Game 7, de grands malades mentaux, etc. Donc, c'est là où tu as le poids de Jason Tatum. Il n'est pas le même quand même. Alors oui, en même temps, il fait de la place aussi à des joueurs de qualité et de talent qui ont rejoint cet effectif, Porzingis, etc. Absolument. Mais en même temps, il perd un petit peu de son volume, même s'il arrive encore à le transcrire, on va dire, sur la création pour les autres. Mais lui n'arrive plus à apporter son propre volume au scoring, on va dire. Et là, en vrai, si le Game 2, il le perd, on aurait tous démonté Jason Tatum en disant il fait 6 sur 22, il loupe des lay-ups, c'est pas un franchise player. En vrai, là, il a été sauvé quand même par Jrue Holiday et Derrick White. Quand même. En vrai, si tu remontes sur le dernier vrai statement game qu'il a, Jason Tatum, c'est le match 7 face aux Sixers l'année dernière, c'est ses 50 points. C'est le vrai dernier gros match en playoff que fait Jason Tatum. Au Game 7 pour sortir les Sixers. C'est vrai. C'est le dernier très, très gros game. Parce qu'il ne fait pas une grosse période. Des périodes 24 plutôt moyen. En fait, ce qu'il faut surtout résumer par rapport aussi, c'est que les Celtics 24 sont plus forts que Jason Tatum en tant qu'individu. Si vous voyez un petit peu le schéma. Mais après, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas non plus, tu vois, en restant objectif, je voulais pas non plus dire qu'il faisait une série de merde pour l'instant, parce que il y a beaucoup d'apports dans le jeu, tu vois, déjà la gravité qu'il a, ça prouve qu'il fait peur à la défense des Mavs, ce premier match, ça nous a montré. Et voilà, tu vois, le mec sait se montrer altruiste, il sait ce qu'il faut, même quand il est frustré, il sait ce qu'il faut faire pour faire gagner son équipe quand même.
Mais voilà, heureusement que les Celtics y gagnent, comme a dit Kevin, parce que sinon, là, Jason Tatum, on sera en train, là, les 4, on sera en train de le foudroyer. Ouais, À là, juste bah, titre. c'est À sûr. juste titre. C'est vrai Mais que c'est Brad Stevens qu'il faut surtout célébrer par rapport à cet aspect-là, où il a parfaitement pu bien entourer son équipe, avec un banc qui n'est pas forcément si performant que ça, mais le panier à 3 points de Peyton Pritchard, là, qui conclut le 3e quart-temps du match 2, là, c'est plus 9, hein. Ça a clairement sa place par rapport au scénario du match. Donc les Mavs se sont rapprochés des Seas par rapport à cette finale et par rapport au Game 2. Au Game 3, va falloir conserver ce même niveau défensif. Parce que si Boston finit à 29% à 3 points, comme tu l'as dit, Kevin, c'est pas pour rien non plus. Hein. Va falloir conserver ce même degré d'intensité défensive et qu'offensivement, on puisse step up. Et ça, c'est le gros défi des Mavs et de la Panda Jason Kidd. non, en effet. Bah, tu fais bien de parler du banc, justement, je pense, côté Celtics, parce qu'il y a justement la grosse interrogation aussi autour du cas Porzingis. Là, forcément, qu'on a vu étincelant dans le Game 1 et qui explose un petit peu les Mavs à lui tout seul en début de rencontre. Très précieux aussi dans le Game 2, mais on l'a vu toucher là, du coup, visiblement, ça serait au mollet. On ne sait pas trop encore. Enfin, il semble clairement diminuer et pas à 100%. Ça peut être peut-être le facteur X qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On l'a bien vu dès qu'il est là, les 6 avec lui ou sans lui sont complètement différents. Et c'est surtout un profil en plus qui fait très très mal aux Mavs et ils n'ont aucune réponse à mettre dessus. Donc, si on a un Porzingis qui est diminué, voire qui ne peut pas jouer, par exemple, les 2 matchs à Dallas, attention aussi de voir comment derrière on va trouver de la rotation en sortie de banc, parce que tout de suite là ça devient très très limité, quoi. Non, c'est vrai que ça peut rendre les choses assez difficiles. Et puis bon, on va pas se cacher, hein, c'est pas un Luke Cornet qui va faire la différence. C'est ça. Mais pour revenir un petit peu sur le cas de Jason Tatum, enfin pour revenir, non pas forcément revenir sur Jason Tatum, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus forcément suffisamment. Mais Jaylen Brown. C'est lui le patron, hein. Jaylen Brown, c'est le patron. C'est définitivement le patron des Celtics. Depuis la série face aux Pacers, clairement, on l'a bien vu, hein. C'est. Il est en route pour le titre d'MVP et c'est bien que Jason Tatum soit là. Parce que c'est lui automatiquement qui vampirise les choses aussi du côté des Seas, hein, soyons clairs. D'ailleurs, on le voit bien par rapport au scénario offensif de ce match, de ces 2 matchs. Donc pour Jaylen Brown, dont on sait qu'intrinsèquement parlant, c'est un joueur extrêmement sérieux, on le sait, il l'éprouve sur ces finales-là. Il fallait qu'il se rattrape par rapport à ce qui s'est passé aussi du côté du Game 7 face au Heat, hein, où il y avait le 3-3 et Jason Tatum s'était blessé lors de la toute première action de cette rencontre. Jaylen Brown nous a tous déçus. Hein, il n'a pas réussi à pouvoir s'adapter et à jouer le rôle de franchise player. Donc, le fait qu'il soit en route pour ce titre d'MVP des finales est complètement tracé, à lui maintenant de conserver le même niveau, voire même encore step up. Hein. Moi, je pense que les Six peuvent encore même mieux faire défensivement. Je pense qu'il y a encore de la marge, les gars. Et Jaylen Brown en première ligne, plus que Derrick White et que Jrue Holiday qu'on attend déjà dans ce domaine. Je pense que le plus gros step-up des Celtics, c'est même pas défensivement. C'est offensivement, parce que oui, bien sûr. déjà Tatum, on a parlé. Jaylen Brown, il est très maladroit de loin aussi. Et puis même les autres, ça peut encore step up un peu, tu vois. Genre, Horford, je l'ai beaucoup vu rater sur le Game 2, les tirs à 3 points. Il a fait 5 points, ouais. 1 sur 3, ouais. Pour Zingis, il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais il va faire son quart d'heure, il va mettre ses 12 points, 13 points. C'est beaucoup, hein. Un mec qui sort du banc, il te fait 12-13 points et en plus dans des configurations où personne ne peut rien faire contre lui. Ouais. Encore là, en moyenne, là, il a 16 points. Il a 16 points de moyenne, exactement. Et on passe son temps à switcher dans cette ligue. Donc, quand à un moment, tu as des configurations où tu vois Kyrie Irving face à Kristaps Porzingis, mais tu veux qu'il se passe quoi? Non, c'est T'as vrai pas que de réponse. C'est vrai que il y a c'est. un leg qui arrive dans sa tête. On dirait un porte-manteau qui est plus grand que toi et auquel tu n'arrives pas à mettre ton manteau en haut pour pouvoir l'accrocher. Ah, c'est vrai que c'est compliqué avec Porzingis. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce serait pas mal quand même qu'il puisse remettre quand même les pieds sur le terrain. Donc c'est vrai que pour le moment, j'en sais pas plus. Enfin, on n'en sait pas plus, je crois, en termes de blessures, enfin de l'injury report. Je pense que il sera questionnable et on verra s'il va jouer jouera ou pas, quoi. Il va jouer, il va se refaire le genou et puis voilà. Non, mais on connaît ce genre de scénario, tu vois. Parce que c'est les finales, lui, il va pousser pour jouer. Que là, il a une vraie opportunité de remporter un titre, surtout que Porzingis, c'est sa 3e campagne de playoff en carrière. En ayant un rôle majeur.
Ouais, Oui. ouais. En plus, si les Celtics gagnent le titre, on aura le souvenir de Porzingis Game 1. Bah oui. On sera là, on en reparlera encore Ah l'année bah oui. prochaine, voire l'année d'après, en disant ah ouais, putain, Porzingis, c'est vrai, l'entame qu'il fait. Tu vois, donc là, moi je pense qu'il va vouloir, même s'il est blessé, il va vouloir jouer. Soit il va jouer 5 minutes, soit il va forcer et puis il va se péter. On a déjà vu ce cas, je ne sais combien de fois. Non, mais ce serait pas une bonne nouvelle pour personne. Il faut pas que Porzingis se blesse parce qu'on est en finale en fait. Ouais. C'est une finale, hein. Et je suis pas sûr qu'Harford physiquement puisse tenir à la longue au niveau du rebond. Parce qu'à un moment, Gafford prenait pas mal de rebonds offensifs en deuxième mi-temps. Donc, il est mieux pour eux que Porzingis soit présent. Donc, PJ Washington, en plus, on l'avait interviewé pendant la rencontre. Il disait, ouais, à la fin du premier quart-temps, début du deuxième, ouais, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il faut que je prenne plus de rebonds. Ah, mais frérot, faut y aller, hein. Parce qu'ils ne sont pas droits, les 6. Mais ils ne resteront pas tout le temps à moins de 30%. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, bon, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à aborder? Je pense qu'on a quand même vu. Jason Kidd, remettons en question. Ah, Justement, en fait, Ouais. on fait un truc depuis tout à l'heure. Oui, vas-y. Parce que quand. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était toi, Damas, avec Tim Hardaway. Ouais, Non, c'est Kevin. C'était Kevin. Voilà, c'était pardon. Kevin, ouais. Je t'en prie. Ouais, il se ressemble un peu. Hein. On va arrêter de se ressembler, vous le restez dimanche dernier. Hein. La fameuse Danette Vanille Choco. Mais ouais, par rapport au cas de Tim Hardaway, je me disais, sinon, s'il veut vraiment pas tenter Tim Hardaway, Ouais. pourquoi pas lancer un Jaden Hardy? Ouf. Ouf. Bah, il a fait des petits bouts de match. Ouais, il a un petit peu Ouais, joué, il a marqué mais. 13 points, mais c'était garbage time, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, le En vrai, garbage time franchement, était meilleur que les 2 matchs de Kyrie, mais... Moi, je trouve quand tu vois les 13 minutes de Josh Green, ce qu'il en fait, franchement, que tu mettes à Jaden Hardy ou Tim Hardaway, enfin, peu importe, mais juste tente des choses, tu vois. C'est Oui. juste ça. Là, pour Mais le moment, Marc- tu vois, je l'ai trouvé un peu trop figé sur le Game 2 en mode. Trop dans on ses voit que principes. ça marche pas, j'ai peut-être des solutions, mais j'en utilise aucune. Ça, c'est ça que j'ai pas trop aimé, alors que Marquis justement, Maurice, alors, t'en penses quoi, Kevin? faut voir dans quel état physique il est, ça Ouais. paraît peut-être compliqué. Finito, hein. Ouais. Mais justement, ce qu'on a bien aimé avec ces Mavs-là pendant les playoffs, c'est que dès qu'ils prenaient un coup, ils analysaient quel coup ils avaient pris et Jason Kidd, avec son staff, etc., arrivait derrière à faire les bons ajustements, les bons choix pour essayer de contrer ça. Et là, justement, je pensais qu'on allait avoir un peu plus de choses qui vont dans ce sens-là dans le Game 2. Et au final, il y a eu des adaptations, mais je trouve qu'elles étaient un petit peu trop légères. Tu vois, ça manquait un petit peu de fermeté dans vraiment, bon, bah écoute, on se fait défoncer là-dessus. Comme on disait tout à l'heure, il y a des vagues où tu n'arrives même plus à marquer un point. Et bah, tu rentres Tim Hardaway pendant 5 minutes. Là, tu lui files 3-4 ballons. Ok, il n'a pas de cerveau, il va te prendre les shoots, mais en vrai, si ça tombe dedans, bah, ça peut te maintenir en vie, quoi. Bah, si t'as besoin de faire un run, par exemple, C'est pour ça. remonter rapidement au score, bah pourquoi pas. Quitte à prendre des shoots de merde, si t'as une chance sur 3 par exemple que ça rentre, bah écoute, go, hein, y a pas. Enfin, Mais- c'est ça qui leur manque, ouais. Je comprends ce que vous dites. Hein. Mais Parce en qu'il vrai, est très attends, fort. je réfléchissais du coup au cas Markieff Morris, mais en vrai, tellement il rate de shoot ouvert. Ouais. En vrai, non, mais en fait, en vrai, parce que je rigolais au début, mais en vrai, non, si, tu peux le tenter vraiment. Si là, si au game 3 c'est encore la merde, ouais, tu peux le tenter. Pourquoi pas, C'est hein. défensivement où il est pourri. Il est pourri, frère. Ah, il se fait vieux aussi, hein. Ce sera pas pire que le reste, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Il est défoncé, alors que les Mavs sont dans la logique de pouvoir remonter défensivement, ce qui a été le cas au cours du Game 2, puisque pendant très longtemps, le match a été... Ils ont fait un match de traquenard pendant un petit moment, et en plus, ils ont gagné le premier quart-temps, les Mavs. Donc, Markieff Morris, c'est dommage, hein, parce qu'il shoot bien, hein, le papa, là. Bah, justement, Non, sur 5 minutes, tu le mets entre un Lively et un Derrick Jones. Pendant Ouais, 5 4. minutes. Ouais, bah en 4, ouais, parce qu'en 3... Ça va trop vite pour Oh, eux. non, ouais, 3, tu peux même le faire rentrer en 5, je pense, Markieff Morris. faut même pas, Alors, faut même pas compter dessus, pour le coup, c'est sûr. mais, Non, mais à voir. si Ouais. tu lui libères un petit espace, dans le corner, tu lui donnes le ballon. Moi, je pense qu'il va les mettre comparé à PJ Washington. Non, bah à voir, c'est vrai Qui que... ne met absolument rien à 0 degré. Hein. Au contraire des séries face au Thunder, face aux Wolves, il ne met rien du tout à 0 Ah degré. bah c'est ça, hein, quand t'as plus Rudy Gobert en face. Hein. Désolé, Non, j'étais mais- obligé de faire ma petite crotte de nez.
au passage. Mais en gros, je pense qu'on est à peu près tous d'accord de toute façon. Enfin, même les physionomies de match le montrent. Mais là où les Mavs perdent pour le moment cette finale, c'est pas défensivement, c'est offensivement. Bien C'est une sûr. phrase qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas forcément pensé voir s'exécuter, vu qu'on avait vu la très bonne attaque justement des Mavs, etc. Mais c'est vrai que là, au final, tu maintiens les Celtics à 106 points de moyenne là pour le moment sur les 2 rencontres, alors qu'ils sont chez eux. C'est pas mal. C'est hein. pas non plus énorme au vu de l'attaque élite qu'est les Celtics. Mais toi, t'arrives pas à dépasser les 100 points. Tu es à 93 points de moyenne là, sur les 2 rencontres. C'est là où il te manque la petite dizaine de points que doit t'apporter un petit peu plus Kyrie, que doit t'apporter un petit peu plus ton banc. Il va falloir voir quelles vont être les options un peu utilisées pour le match 3. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour les Mavs de se dire que c'est offensivement pour le moment qu'ils échouent. Quoi. Bah oui, parce qu'il faut quand même rappeler que les Celtics, c'est 120 points par match, hein, normalement. Ah oui. Donc On est ça sur joue. une des attaques les plus efficaces de l'histoire, etc. Enfin, on est sur. Et invaincu à l'extérieur en plus sur tous C'est ces ça. playoffs. Donc, en fait, et c'est marrant parce que pour le moment, avec le fait que les Celtics aient gagné les 2 matchs, etc., limite, on a l'impression de se dire des fois, mais les Mavs, est-ce qu'en défense, etc., mais ils y sont en défense, les Mavs, Oui. ils y sont quand même. Il y a des choses intéressantes. Alors oui, pour le moment, ça tombe pas énormément dedans comme sur le Game 2 pour les Celtics, etc., mais c'est parce qu'aussi les Mavs défendent très bien. Mais pour Non, le ils moment, ont fait je pense des que c'est efforts, hein. l'attaque. Ouais. Ils ont fait des efforts. Alors c'est sûr. Bah du coup je pense qu'on a fait le tour un peu des 2 équipes ainsi que des 2 premiers matchs. Bah on va peut-être aller un petit peu sur le prono. Comment vous voyez la suite de cette série, messieurs? Je reste sur mon 4 de Celtics. 4-2 quand même. Ouais. Ok. Donc ils arriveraient là à choper les 2 prochains ou Ils chopent les Mavs? le game 3, ils chopent le game 5. Ok, d'accord. Damas? Oh putain. Il hésite entre 4-0 et 4-1. Ah, dans sa tête, il a pas envie de voir le light skin champion. Je pense sincèrement que les Mavs peuvent réagir, donc je vais les mettre gagnant game 3. Ok, mais ouais, game 3, d'accord. Et toi, Kevin? Moi, je pense qu'ils ont la capacité de revenir à 2-2. En tout cas, je pense que ouais, ils en sont au final pas si loin. Surtout que tu vas être quand même à domicile. À Tu domicile. vas peut-être avoir des petits calls qui En sont faveur. pas non plus. Pour le moment, je trouve que l'arbitrage n'a pas forcément à être mis en avant, mais il y a toujours ces 2-3 petits calls dans le match qui peuvent t'aider, etc. Peut-être que le public Quentin, t'avais aussi va. raison. Hein. Peut-être que ça va redonner un peu de confiance à Kyrie parce qu'au-delà aussi de son manque de réussite, etc., je trouve que dans l'attitude et tout, tu le sens qu'il n'est pas vraiment en confiance, alors que c'est un mec qui dégage tout le temps de la confiance sur un terrain d'habitude. Donc je pense que c'est plein de petites choses et puis surtout, moi je pense que Porzingis a l'air plus touché que ça et que peut-être qu'ils vont lui donner un petit peu de repos là. Donc voilà, on verra. Ok, très bien, très bien. Bon, bah pour moi, ouais, je pense que ça va se terminer peut-être ouais, au vu en tout cas de ce qui est proposé. Je pense que Dallas va peut-être réussir à choper le match 3, mais je vois très bien Boston réagir derrière sur le match 4. Enfin, j'ai du mal à les voir là, en tout cas au vu de la physionomie de cette série, j'ai du mal à les voir perdre 2 matchs d'affilée. Bon, après on verra bien ce que réserve l'avenir, mais c'est vrai que ça me paraît très compliqué de voir un autre scénario. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à nous faire savoir un petit peu, et chers auditeurs, auditrices, ce que vous pensez de cette série ainsi que vos pronostics pour les matchs à venir. Eh ben écoutez, très bien messieurs, c'était notre bon débat de la semaine avec cette confrontation de finale NBA. Avant qu'on rende l'antenne, ou en tout cas qu'on termine cet épisode, est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs? Je vois l'idée MVP des finales. Oh, Je valide. ça peut se tenir, hein. S'il continue à mettre des 25-10, oui, ça va être vite réglé. Hein. Ouais. Non, ça peut se tenir. Damas? Hormis un cas de folie de Dallas qui vont dans tous les sens et qui commencent à chuter où ça rentre de partout, ce dont ils sont capables sur une période de 5 minutes, notamment avec, comme vous l'avez bien précisé avec Tim Hardaway, je ne vois pas Boston ne pas l'emporter et que Sam Cassell aille aux Lakers. Ok, Je monte dans le train. Ouais. Ah ouais, tu valides? Tu valides, Ouais, je valide. C'est quoi? Je finis avec une hot take. Allez, vas-y.
Luka Doncic, 60 points triple-double incoming. Ah, vas-y, lui. Avec la défaite ou... Avec la défaite. Non, c'est pas Devin Booker. Mais toi, tu joues au casino, en fait. Hein. Comme ta saison Mais- s'est finie le 14 avril avec les Spurs. Mais ma vie, c'est le loto. Ma vie, c'est le loto. Tu supportes les Spurs. Tu gagnes souvent. Hein. Aïe. Jamais. Ah, purée. Eh ben, écoutez, messieurs, merci bien d'avoir contribué à ce nouvel épisode, un 16e épisode de cette 3e saison de Forever. Bien sûr, une nouvelle fois, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, enfin X ou TikTok, un compte Forever Podcast, ainsi que sur Instagram, compte Forever le podcast, où vous retrouvez donc du contenu quotidiennement. Messieurs, merci. N'oubliez pas que la vie est une fête, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.